Aujourd'hui, on se penche sur une question fascinante, celle de l'illusion du choix et de la manière dont le capitalisme façonne nos désirs les plus profonds. Allez, on va se poser une question simple en apparence. Le dernier gros achat. Un smartphone, peut-être une voiture, ou même juste une paire de baskets. Est-ce que ce choix était vraiment le nôtre? Ou est-ce qu'on a, en quelque sorte, été choisi? La réponse, vous allez voir, elle est loin d'être évidente. C'est vrai, quand on achète quelque chose, on a ce sentiment de liberté, de contrôle. Après tout, personne ne nous met un pistolet sur la tempe, n'est-ce pas? Mais est-ce que ce sentiment suffit? Est-ce que c'est toute l'histoire? L'analyse qu'on explore aujourd'hui suggère que, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et pour vraiment saisir cette mécanique, il faut qu'on parle d'un concept central, l'aliénation. C'est un peu la force invisible qui se cache derrière beaucoup de nos décisions. Alors, l'aliénation, c'est quoi au juste? En gros, c'est le processus par lequel on se soumet, de notre plein gré, à une volonté qui vient de l'extérieur. On fait un choix qui, en réalité, a été conditionné, mais on a l'impression, la conviction même, que c'est un acte de pure liberté personnelle. Et là, on voit très bien la différence entre deux formes de contrôle. D'un côté, il y a la contrainte, c'est simple, c'est direct, quelqu'un nous dit ce qu'on doit faire, et de l'autre, il y a l'aliénation. Ah là, c'est beaucoup plus malin. On ne nous dit pas quoi faire, on fait en sorte qu'on ait envie de le faire. Le désir semble venir de nous, mais en fait, sa graine a été plantée par quelqu'un d'autre. Du coup, ça pose une question assez vertigineuse, non? Si nos propres désirs peuvent être, en quelque sorte, fabriqués de l'extérieur, qu'est-ce que ça veut dire consentir? Quelle est la valeur d'un oui quand l'esprit a été subtilement poussé à le dire? Bon, voyons maintenant comment ça marche en pratique. Comment est-ce qu'on fabrique le désir? L'idée, ce n'est pas tant de vendre un objet, mais bien de vendre tout ce qui va avec, le rêve. Une entreprise automobile, par exemple, elle ne vend pas juste une voiture. Non, ce qu'elle vend, c'est une expérience. C'est la liberté, le statut social, une identité, un rêve. Au fond, ce qu'on achète, ce n'est pas tellement l'objet en lui-même, mais tout ce qu'il symbolise. Et pour ça, il y a un terme, l'imaginaire symbolique. C'est l'ensemble des histoires, des images, des rêves auxquels on adhère quand on choisit un produit. Le produit, lui, n'est finalement que le ticket d'entrée pour ce monde imaginaire. Et l'exemple historique qui illustre ça à la perfection, c'est celui d'Édouard Bernays. Le problème à l'époque, c'était simple. Pour les femmes, fumer en public, c'était mal vu. Alors qu'a fait Bernays? Il était bien plus astucieux. Il a associé l'acte de fumer à un symbole hyper puissant, l'émancipation, la rébellion. Comment? En organisant un événement médiatique où des femmes influentes ont allumé des cigarettes en plein défilé, comme des torches de la liberté. D'un seul coup, fumer n'était plus vulgaire, c'était un acte d'affirmation. Le résultat, des milliers de femmes se sont mises à fumer, persuadées de faire un choix libre et émancipateur, alors qu'en réalité, ce désir avait été créé de toutes pièces. D'accord, on comprend la mécanique. Mais sur quel terrain, sur quelle philosophie est-ce que tout ça peut pousser? C'est là qu'on en vient au rôle assez surprenant que joue le libéralisme moderne dans cette histoire. L'argument central ici, c'est que le libéralisme moderne ne se contente pas de défendre la liberté. Il va plus loin, il la redéfinit complètement. On a en quelque sorte deux visages du libéralisme qui travaillent main dans la main. Le libéralisme sociétal, d'un côté, qui vise à faire tomber les barrières morales, les traditions, et le libéralisme économique, de l'autre, qui veut faire sauter les barrières du marché. Le principe de base est le même, la liberté individuelle avant tout. Et quand on met les deux ensemble, qu'est-ce qu'on obtient? Le désir devient la seule boussole. Et ça ouvre un boulevard à la consommation sans aucune limite. Et cette citation, elle est vraiment percutante. Dès lors que le critère du consentement remplace le critère de la valeur, plus rien ne fait obstacle à la marchandisation de nos existences. En clair, si la seule question qu'on se pose c'est « est-ce que je le veux ?» et non plus « est-ce que c'est bien ?», alors tout, absolument tout, peut devenir une marchandise. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème, à un paradoxe absolument fascinant. On assiste à un renversement complet de ce que le mot « liberté » a toujours voulu dire. Regardez bien cette opposition, elle est fondamentale. Avant, être libre, c'était quoi? C'était être maître de soi, de ses impulsions. Aujourd'hui, être libre, c'est devenu le droit, et presque le devoir, de satisfaire ses impulsions. On passe de la maîtrise à la soumission. Et soudain, la fameuse phrase d'Orwell « La liberté, c'est l'esclavage » prend une toute autre dimension, n'est-ce pas? Et voilà le grand paradoxe. Ce qu'on appelle liberté aujourd'hui, c'est-à-dire être dominé par nos désirs, c'est exactement ce que les anciens auraient appelé l'esclavage, une servitude volontaire à ses propres pulsions. Alors tout ça a un prix, évidemment. Quel est-il? C'est la transformation progressive du citoyen en simple consommateur. Le profil du consommateur moderne est assez clair. On n'attend plus de lui qu'il s'inscrive dans une tradition. On n'attend pas de lui qu'il répare, mais plutôt qu'il remplace. Surtout, on attend qu'il cède à ses désirs, encore et toujours.
Et pourquoi? Pour que la machine économique continue de tourner. Et il y a ce petit jeu de mots en français qui, mine de rien, résume tout ça de façon géniale. Pour ne plus penser, il suffit de dépenser. Le glissement est subtil, mais il est incroyablement parlant. Le système, dans son ensemble, nous pousse donc à ça. Arrêter de penser et se perdre dans ce que Lassource appelle l'ivresse de la consommation compulsive. C'est un peu le but ultime de tout ce mécanisme. Et tout ça nous laisse avec une dernière question. Une question essentielle. Quand on achète un rêve, quand on plonge tête la première dans cet imaginaire, quel est le véritable coût? Pas seulement sur le ticket de caisse, mais le coût pour notre liberté et pour notre esprit critique. C'est la question que cette analyse nous pose à tous. Merci de votre écoute.